Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Valérie Létard, qui est ministre du Logement. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Valérie Létard. Le logement, on en parle peu, malheureusement, dans les médias, trop peu. Je rappelle quand même à chaque fois que c'est la première dépense d'un foyer. Se loger. Donc c'est si important. Nous allons voir en détail ce que vous proposez comme ministre, ce que propose le gouvernement. Valérie Létard, la crise politique est là. Crise politique avec en CMP hier. CMP, c'est la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale qui a voté le budget de la sécurité sociale. Bien, ce budget va revenir à l'Assemblée nationale lundi. Que va-t-il se passer? S'il n'y a pas vote, il y a 49-3. Si le budget n'est pas approuvé, il y a 49-3. S'il y a 49-3, il y a censure. C'est-à-dire que la crise politique est là, Valérie Létard. Vous êtes en train de la vivre, comme nous, d'ailleurs, citoyens. Vous êtes en train de la vivre et ça vous inquiète? Eh bien, depuis notre arrivée au gouvernement, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Et effectivement, comme l'a rappelé Michel Barnier, le projet de budget qu'il a proposé en 15 jours était perfectible. Qu'est-ce que nous faisons depuis notre arrivée? Nous travaillons. Je travaille sur le champ du logement. À quoi? À trouver des perspectives pour redonner confiance et embarquer une ambition pour produire du logement, rénover thermiquement. Je vais revenir sur le logement, mais je voudrais quelques minutes m'attarder sur la crise politique sur qui est là. La crise politique, les ça conséquences. Veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a censure, le RN va décider cet après-midi. S'il y a censure du gouvernement, ça veut dire démission. Bien sûr. De Michel Barnier, votre démission de tout le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que la crise pourrait être amplifiée et certains le demandent, jusqu'à la démission d'Emmanuel Macron? Alors ça, ce n'est pas moi qui pourrais vous donner la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, cette possibilité, tous les champs sont possibles, toutes les possibilités sont aujourd'hui entendues, évoquées. Pour autant, ce n'est encore une fois pas moi, ministre du Logement, qui pourrait vous le dire. Mais évidemment, aujourd'hui, nous entendons toutes les hypothèses, tous les scénarios potentiels. Charles de Courson, Jean-François Copé, tant de voix disent, il n'y a plus qu'une solution, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Mais ça ne fait que mettre en inquiétude et en incertitude le monde économique, les marchés financiers, poser et interroger les ménages dans leurs choix futurs. Est-ce que je vais acquérir un logement demain? Est-ce que ça ne précipite pas? Est-ce que ça n'aggrave pas la situation? Justement, on voit aujourd'hui tous les jours des annonces de licenciements, de fermeture d'entreprises. Vous ne croyez pas que cette inquiétude générale qui pousse derrière tout cela, n'amène pas justement une aggravation de la situation? La chute du gouvernement, c'est le chaos? C'est une forme de chaos? En tout cas, c'est une grande fragilisation du contexte économique dans lequel nous sommes déjà et du contexte politique, mais encore une fois, ça embarque tout. Quand vous ne savez pas dans quel univers vous projetez l'année prochaine, quels seront les taux d'intérêt pratiqués, quelle fiscalité auront les entreprises, les ménages, la consommation des ménages, est-ce que je m'engage dans une accession à la propriété sans savoir dans quel univers je m'embarque? C'est tout ça qui est mené derrière. Ça veut dire que cette incertitude politique entraîne une hésitation collective de la part des Français. Je ne sais pas quel taux j'emprunterai pour acheter un appartement ou une maison, par exemple. Bien sûr. Est-ce que je serai fiscalisé, plus, moins? Est-ce que j'aurai un prêt à taux zéro? Est-ce que j'en aurai pas? Pour qui? Comment? Quel sera l'univers dans lequel je vais me trouver? Eh bien, si je ne sais pas, je mets le pied sur le frein et en matière de consommation, c'est exactement la même chose. Nos marchés financiers... Ce serait une catastrophe? Dans le monde du logement, on a besoin de taux d'intérêt... Dans le monde du logement, ce serait une catastrophe? Ah oui. Enfin, en tout cas, ça dégraderait encore la situation puisque ça met un coup de frein à la confiance et à la dynamique. Le logement, c'est un monde de confiance, c'est un monde de stabilité qui a besoin de se projeter. Si le monde du logement ne peut pas se projeter, ça freine justement tous ceux et toutes celles qui demain ont besoin d'être sécurisés dans leur investissement dans la pierre. Je vais y revenir, vous allez prendre un exemple. Parce que si le budget 2025 n'est pas voté, c'est le budget 2024 qui va s'appliquer. Ce sera le budget 2024, mais un budget 2024... Alors nous allons voir les conséquences, Valérie Létard. Dans un instant, avec un exemple, l'hébergement d'urgence. Mais juste une question, dernière question politique. Est-ce qu'il est encore possible, je ne sais pas moi, de trouver un compromis entre une partie de la gauche et le bloc central
centrale, en écartant LFI et le RN. Vous y croyez ou pas? Mais moi, je pense que jusqu'au bout, et Michel Barnier le dit toujours, quand il dit un budget est perfectible, le travail, il faut le continuer jusqu'au bout. Je pense que jusqu'au bout, il faut cheminer, dialoguer, échanger. La construction budgétaire, elle se poursuit aussi au Sénat. Le budget, il est en train d'être examiné. Il faut aller au bout. Il faut se battre jusqu'au bout, essayer de trouver la voie de passage qui garantisse qu'on essaye de redonner une trajectoire raisonnable à la dépense publique, mais ça ne veut pas dire pas de perspective, ça ne veut pas dire pas d'ambition, et je pourrais en témoigner au travers des quelques exemples que je vais vous donner. Alors, exemple, pas de budget 2025, c'est donc le budget 2024 qui s'applique. Prenons un exemple, l'hébergement d'urgence. Quelles conséquences? Eh ben, l'hébergement d'urgence, c'est pas compliqué. Une des premières choses que j'ai fait en arrivant, c'est me battre pour compléter de 250 millions d'euros le budget 2024. Puisqu'il manquait 250 millions pour assurer à toutes les structures qui accueillent les personnes à la rue, les femmes victimes de violences, eh bien de pouvoir boucler leur budget, accompagner ce qu'on appelle le Ségur, puisqu'il manquait des crédits, les Ukrainiens, parce qu'il y a des dépenses qui n'étaient pas aujourd'hui suffisantes, inscrites au budget 2024. 250 millions, s'ils n'y sont plus, comment on aide jusqu'au bout de l'année 2024 les associations et toutes les structures qui hébergent ceux qui sont à la rue? 2000 à 3000 enfants vivent à la rue en France. Mais oui. 2000 à 3000 enfants vivent à la rue en France. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2000 à 3000 enfants n'auront aucune solution. Ça veut dire qu'en tout cas, il faut remettre à niveau et sécuriser. Et c'est ce qu'on fait en 2024, puisque la décision a été prise de le faire. Et en 2025, maintenir 203 000 places d'hébergement d'urgence. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais pourquoi c'est ne pas 3 milliards d'euros. réquisitionner bureaux et logements vacants? C'est la question que vous posent beaucoup d'associations. Alors, nous, ou de responsables politiques. Ce qu'on propose, pourquoi plutôt que de réquisitionner... Mais pourquoi vous ne voulez pas d'une réquisition? Ce qu'on va faire, c'est que nous, on propose de soutenir une initiative parlementaire qui va être examinée, si nous sommes toujours là, en janvier, examinée en début d'année, qui est la proposition de loi d'Aubier, qui propose quoi? De transformer les bureaux vacants en logements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est... D'obliger? Il y a une obligation? C'est pas une obligation, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de bureaux vacants parce qu'on a transformé nos pratiques. Aujourd'hui, du télétravail, etc. Il y a des difficultés qui relèvent du droit, de dispositions législatives, mais aussi fiscales, sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Et cette initiative parlementaire, elle débloquerait des éléments qui grippent aujourd'hui pour accélérer la transformation de ces bureaux en résidence étudiante, par exemple. Combien de mètres carrés de bureaux? Vous avez des chiffres? Mais c'est en centaines de milliers de mètres carrés, c'est énorme. En fait, il y a un potentiel au moment où ce serait une aide fiscale, ce serait une aide pour débloquer. Ce sont déjà des dispositions réglementaires qui aujourd'hui sont contraignantes et ne permettent pas, dans les meilleures conditions, de transformer ces bureaux en logements. Il faut des dispositions réglementaires et après, il va falloir travailler sur des outils. Vous avez un objectif? Notre objectif, c'est de refaire une évaluation fine. Je vais vous donner un exemple. On manque cruellement, et vous le savez, de logements étudiants. Oui. Sortir de terre un bâtiment, il faut trouver du foncier. Oui. Il y a des réglementations qui sont lourdes. Il faut plusieurs années. Vous avez des bâtiments vacants. Et on regarde où sont ces bâtiments vacants. Est-ce qu'ils sont adaptables à du logement étudiant? Et quand c'est à proximité de cités étudiantes, nous privilégierons et nous allons travailler toute cette année 2025 avec la Caisse des dépôts et d'autres acteurs à monter les solutions avec le Crous, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministre que j'ai déjà vu, avec lequel j'ai échangé. Nous allons travailler sur des solutions pour optimiser cela. Il faut que nous prenions les dispositions. C'est en cours. Si on ne le fait pas, si on met un coup d'arrêt, il n'y a pas de danger qu'on transforme ces bureaux. Bien, le prêt à taux zéro aussi, problème. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro, 40 000 bénéficiaires à peu près. Hein. C'est bien cela. Vous voulez l'élargir? Oui, on veut. On est bien d'accord. Oui. Combien de bénéficiaires potentiels? On pourrait en tout cas augmenter de 50% le nombre de bénéficiaires. De 40 000 à 80 000. Et dès 2025, en tout cas, avoir 15 000 logements supplémentaires, aider 15 000 primo-accédants supplémentaires. Le prêt à taux zéro, c'est les ménages modestes. On aura une initiative pour les ménages moyens et moyens supérieurs. Mais le prêt à taux zéro, c'est sur tout le territoire. C'est dans le neuf, individuel comme collectif, pour les primo-accédants. Et c'est aussi
en zone détendue, c'est-à-dire périurbain et rural, dans l'ancien avec rénovation. Donc de 40 000 à 80 000. Tout le territoire et la maison comme le collectif. La et maison donc aussi. ça, on réconcilie aussi l'urbain et le rural parce que le rural avait été un peu méprisé. Bien. Et pour les ménages moyens et supérieurs, que proposez-vous Eh bien, vous savez, j'ai essayé de répondre pour à deux l'accession à la choses. propriété? Alors, j'ai essayé de répondre à deux choses. D'abord, il y a une inquiétude, vous le savez, du monde de la promotion immobilière. Il y a la Oui. fin du Pinel. Fin du Pinel le 31 décembre. Moi, quand je suis arrivée, fin du Pinel est sortie sèche, pas de solution alternative. Et deux cibles. Comment relancer l'effort de construction? Donc, Comment un nouveau avoir une Pinel? mesure? Alors, avant le nouveau Pinel, c'est pas un nouveau Pinel, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2025 pour que le monde de la promotion n'ait Alors pas que zéro voulez-vous faire? solution. Alors que Donc, oui. sur l'année 2025, ce qu'on propose, en accord avec l'AFPI, puisque tout ce que je vous dis, je l'ai travaillé avec le monde du logement. Parce Oui. qu'on fait avec, on fait pas à la D'accord. place. Alors que proposez-vous? Alors, l'AFPI nous a dit, nous, il y a quelque chose qui nous permettrait d'être, en tout cas, un matelas d'atterrissage en attendant de travailler l'après 2025. Et cette idée, c'est quoi? C'est favoriser l'idée que des parents ou des grands-parents puissent transmettre, donner à leurs enfants ou à leurs petits-enfants pour une Acheter, résidence principale pour dans le acheter. neuf ou pour du locatif, acheter, net de succession, c'est-à-dire je donne à mon fils ou à ma fille ou à mon petit-fils ou à ma petite-fille 100 000 euros, je suis déduit de Net frais de d'impôt. succession. Pas de frais de Pas de frais succession de succession. sur ces 100 000 euros Voilà. par enfant. Par Oui. enfant, et on peut aller jusqu'à 300 000 euros, puisque ça peut être maximum 3 donateurs. 3 donateurs. C'est-à-dire que je peux, mon papa, ma maman, mon grand-père ou ma grand-mère, Voilà. 3 donations maximum pour un enfant. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Ce qui veut dire quoi? Et sur l'année 2025, Sans frais de succession. sans Donc frais de je donne succession. 100 000 euros pour permettre à mon enfant ou mon petit-enfant d'acheter. d'aller acquérir un bien neuf. Voilà. Et ça, pourquoi? Parce Maison que- ou appartement? maison ou appartement. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire beaucoup de ménages moyens et moyens sup aujourd'hui gardent jusqu'au bout leur patrimoine Oui. parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de payer les frais de succession qui sont élevés. Et donc, jusqu'au bout de votre vie, vous gardez ça et vos enfants, ils ont du mal à accéder à la propriété. Ou vos petits-enfants. Vous les aidez. Et dans le même temps, ça veut dire quoi? Comme c'est limité à une année, c'est un effort. Il y a eu, Balladur a fait ça en son temps quand il y a eu déjà une crise du logement et de l'investissement privé. Ça veut dire que dans cette année-là, vous encouragez à la transmission avancée, vous remettez de l'argent en fait en circulation pour aider l'effort de construction et la jeunesse à compris. acquérir. Les ménages modestes, le PTZ, les ménages moyens sup, la donation, en attendant de travailler sur quelque chose qui est attendu par le monde de la promotion. Allez-y. Et ce qui est attendu par le monde de la promotion, c'est qu'on réfléchisse à un statut du bailleur privé, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité sur la construction, en tout cas ceux qui vont embarquer, on va dire leur patrimoine dans l'investissement locatif, c'est quasi confiscatoire. La fiscalité est tellement élevée Il faut la qu'aujourd'hui, baisser. quand vous avez de l'argent, est-ce que vous investissez dans l'actionnariat ou dans la pierre? Vous avez plutôt tendance à investir dans l'actionnariat parce que vous êtes moins fiscalisé. Alors, problème, crise locative. Autre problème auquel vous êtes confronté, 50% des logements sont détenus par 3,5% de multipropriétaires. Comment faire moins 22% de logements proposés à la location par rapport à 2022. Oui. Alors comment faire? Déjà, il y a une première initiative qu'on a fortement soutenue et qui a été adoptée parce que dans le contexte actuel, il faut être souple, il faut agir par objet, par sujet et travailler avec le Parlement. Moi, je pousse toutes les initiatives parlementaires et je construis avec les parlementaires. La loi, réponse pour les locataires qui cherchent. et Chanise, déjà, premier sujet, vous savez comme moi que le locatif touristique de courte durée a quand même fortement impacté la location longue durée, c'est-à-dire la capacité de nos concitoyens à accéder à un logement pour y vivre au quotidien. On est d'accord. Et donc cette loi, déjà, c'est un premier pas qui est fait. Les meublés touristiques, abattement fiscal va baisser, va passer de 50 à 30%. On a donné des outils, on a donné des outils aux maires pour pouvoir réguler la place du Airbnb et du locatif meublé touristique donc de courte durée dans leur territoire. Vous savez que les zones touristiques, les grandes métropoles... Mais il y a certaines villes, même comme à Barcelone, où on interdit. Là, je peux vous dire qu'on a donné quand même des outils pour maîtriser les choses aux maires qui sont assez significatifs. Est-ce que dans certaines régions, dans certaines communes très touristiques, par exemple, il faudrait interdire ou... Un maire pourra faire en sorte que certaines parties de son territoire ne soient pas éligibles au Airbnb.
Et ça, vous y êtes vraiment favorable? Ah bah c'est fait, c'est voté. C'est fait, c'est voté. Oui, ça a été voté là il y a quelques jours à peine. Mais c'est pas la seule réponse. Non, mais c'est un début de réponse. Et après, nous allons, au même titre que nous allons travailler, comme je vous l'ai dit, et il y aura une mission qui va être engagée 2025. C'est l'urgence. Les mesures, on continuera. Il y en a d'autres. L'urgence, c'était de traiter le prêt à taux zéro, relancer la dynamique d'accession à la propriété, libérer le locatif, etc. Mais dans l'immédiat... Sur le locatif, c'est pareil. Donc, première disposition qui est impactante. Oui. Ensuite, ce que nous faisons en même temps que nous travaillons sur le statut du bailleur privé, et croyez-moi, ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, on passe 2025. Pendant 2025, on travaille aussi sur une harmonisation de tout le dispositif locatif qui est à notre disposition pour regarder comment améliorer les choses. Comment pousser des propriétaires qui ne veulent pas mettre leur logement en location sur le marché? Déjà, comment les pousser? De la même comment façon, les aider, les inciter? Alors, eh bien, croyez-moi, c'est le sujet sur lequel nous commençons à nous engager. Oui. Vous savez qu'il y a aussi la question de l'encadrement des loyers, qui est un sujet aussi qui est évoqué. Sur l'encadrement des loyers, vous allez des expérimentations. L'encadrement des loyers. On attend parce qu'il faut, pour pouvoir avoir une idée précise sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça a été bénéfique, est-ce que ça a eu des effets de freinage. On veut avoir un temps suffisant pour évaluer l'impact. Juin, on confie, pour dire qu'on fera ça en toute transparence, à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, une évaluation de toutes les expérimentations qui ont eu lieu en matière d'encadrement des loyers. Et on en tirera les conséquences. Et aujourd'hui, c'est une possibilité qui est offerte. On va regarder si cela, on le propose de façon plus générale et à la main des maires qui pourront l'utiliser ou pas. Vous êtes favorable ? Ah ben moi, encadrement des loyers dans la main des maires. Moi, Jean-Jacques Bourdin, je suis pas une dogmatique. Si on me prouve par A plus B que l'encadrement des loyers est un outil utile, pourquoi on ne le propose pas à l'ensemble des élus qui pourront décider en fonction de leur réalité. Là où c'est tendu, là où c'est compliqué, là où les loyers sont élevés, donc, tous les territoires ne sont pas dans la même réalité. Dans la main du maire. Pourquoi pas en tout cas, évaluons et tirons-en les conséquences. C'est l'année prochaine, 2025. Il y a un autre sujet qui intéresse beaucoup de Français, c'est les fameuses DPE. Oui. La fameuse DPE. Alors là, classe G, interdiction de louer à partir du 1er janvier. C'est bien cela. Hein, bon. Tout à fait. Bon. Alors, classe F, c'est en 2027 2028. Voilà. Classe F. Mais il y a des abus. Il y a d'incroyables abus avec ces diagnostics. Alors. Évidemment, on graisse un peu la main du diagnostiqueur et puis hop, on passe de G à, je sais pas moi, E ou à D. En tout cas, déjà, le premier sujet que vous évoquez, Jean-Jacques Bourdin, et qui est un sujet de préoccupation de nos concitoyens, c'est que l'étiquette G, donc au 1er janvier 2025, tous les bâtiments qui sont propriétés, sont loués, seront impactés et devront se mettre aux normes de la rénovation thermique. Donc, appliquer le DPE. Sinon, pas de location. Sinon, pas de location. Simplement, une fois qu'on a dit ça, comment ça se met en œuvre? À partir de quand? Comment? Et donc, comme il y a pas mal de choses, c'est toujours pareil, moi je regarde la vraie vie. Depuis qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé sur quel véhicule législatif on pouvait agir vite. Parce qu'on est arrivé il y a 2 mois, Jean-Jacques Bourdin. Oui. 1er janvier, c'est maintenant. Comment on trouve un véhicule législatif qui permet de donner les souplesses qui permettront à tous les propriétaires qui ont aujourd'hui des logements étiquette G de pouvoir être... éclairé sur la façon dont va s'appliquer cette disposition à partir du 1er janvier. Il y a Si je suis propriétaire d'un logement G, à partir du 1er janvier, je ne pourrais pas louer. Ah, c'est justement ce qu'on a voulu. Alors, je vais vous clarifier, il y a des situations qui étaient vraiment impossibles à mettre en application au 1er janvier 2025. Il s'agit des copropriétés. Oui. Lorsque vous avez des copropriétés, vous pouvez avoir 100, 200, 300, 600 logements. Comment vous faites? C'est pas un logement qu'il faut rénover. C'est 600. Alors, quand vous avez le même propriétaire, c'est déjà compliqué. Quand vous avez de multiples propriétaires dans une copro, comment vous faites? Ça prend plus de temps. Ça veut dire que... Il faut monter un plan pluriannuel de travaux. Ces travaux prennent du temps, plusieurs années. Les logements pourront être loués. Ça veut dire que dans une proposition de loi qui sera portée par Monsieur Marchive et Monsieur Echanis, qui sera examiné la semaine prochaine, avec notre encouragement, on fera en sorte que les copropriétés qui se seront engagées dans un plan pluriannuel de travaux puissent voir en fait l'application des recours potentiels repoussés à partir du moment où ils se sont engagés en assemblée générale
à mettre en œuvre leur plan pluriannuel de Donc travaux. l'interdiction On de prend- location sera repoussée. Ils Sous devront, certaines elle conditions. sera C'est ce que je résume. applicable, mais ils auront un délai pour mettre en œuvre les travaux. J'ai Ça veut compris. dire que s'ils l'ont pas fait, alors ils auront le recours potentiel. Il faut avoir voté en Assemblée Générale un plan pluriannuel de travaux. Deuxièmement, à partir de quand le recours peut s'opérer quand on est étiqueté au 1er janvier, eh bien là aussi, c'est une disposition qui va être débattue, et je ne peux pas vous dire avec précision comment, puisque le propre du débat parlementaire, c'est qu'il est amendé par les parlementaires. Mais l'idée, c'est de dire que l'application, elle se fait au moment de la reconduction tacite du bail. Donc, 369, ça veut dire que cette étiquette G, si vous n'avez pas fait les travaux, vous avez un locataire, au moment du renouvellement du bail, où le propriétaire se met en conformité, fait les travaux, si le locataire est toujours dedans, que le propriétaire n'a pas fait les travaux, vous pouvez vous retourner contre votre propriétaire. Bien, merci Valérie Létard d'être venue nous voir. nous n'avons malheureusement pas abordé tous les sujets Il y a immobiliers. celui du logement social. Et le logement social, le logement social, 2,5 millions de ménages toujours en attente, hein, Alors, Valérie Létard. Hein, dans le budget puisqu'on parle du logement 2025, social. Monsieur Bourdin, dans le budget Oui. 2025, il y a une disposition qui est très attendue par les bailleurs sociaux. On va réduire la ponction sur les fonds propres des bailleurs sociaux. On la désindexe, ça fait 340 millions d'euros de rendus. Le taux du livret A qui en février devrait monter si on ne crée pas une situation qui fragilise tout cela. Le taux du livret A, il sera à combien en février? S'il y a une baisse du taux du livret A, allez, on va dire de 0,5%, c'est 700 millions Oui, je sais. de potentiel pour accompagner la production de logements sociaux. C'est-à-dire que ça a un impact si vous levez les fonds propres des bailleurs sociaux et que vous actionnez le taux du livret A. Derrière, nous, on va engager une Le taux du contractualisation. livret A sera à 2,5. Ça veut dire que nous, avec les bailleurs sociaux, on peut contractualiser sur des ambitions de production de logements sociaux importantes et de rénovation thermique. Ça, c'est important, c'est le budget baisser le taux 2025. de livret A favorise la construction de logements sociaux. Alors, à condition de le faire raisonnablement, mais c'est essentiel. Donc on passera à 2,5. Ah, ça, on verra. Mais probablement. Merci. Valérie Létard, il est 8h58. Merci à Patrick vous. Roger, merci. Après les informations de 9h.